Et j'ouvre la séquence du coup. Merci à toutes et à tous de vous joindre à nous pour cette journée dédiée à la prospective. Et voilà, donc ce beau projet mené par le Shift depuis quelques mois déjà, quelques années en fait, quelques années. Et ce projet donc mené notamment en partenariat avec Negawatt et l'ADEME. Je vais dire un mot sur la journée avant de passer la parole pour la présentation de ce point d'étape du projet. Donc, l'équipe prospective va vous présenter un peu ce sur quoi il travaille depuis un moment. Ensuite, on déjeunera ici à midi et quart, une petite heure entre ici et là-bas. Et on se retrouvera à 13h15 pour les ateliers collaboratifs. Normalement, vous avez déjà été affectés dans vos ateliers. On aura une petite phase de restitution et la clôture de l'événement à 15h15. Voilà pour le programme de la journée. Voilà, et donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Nicolas Raillard pour l'introduction. Merci Lana. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà un grand merci à vous d'avoir pris cette demi-journée en notre présence pour pouvoir partager, échanger sur les sujets de prospective et de transition énergétique. Alors le format point d'étape et atelier collaboratif, c'est un format qu'on a l'habitude de faire au Shift et qu'on essaye d'avoir le plus systématiquement possible dans chacun de nos projets, parce que c'est un moment qui s'est révélé très important pour nos différents projets. C'est le moment où on montre à un public un peu plus large, un public intéressé, les méthodes du projet, les premières productions, la philosophie, les objectifs qu'on se fixe. Et c'est ce moment-là où vous pouvez nourrir tout ce qu'on vous présente, consolider, challenger, critiquer, commenter, etc. afin d'obtenir un projet qui soit le plus utile pour vous. On vous a réunis aujourd'hui soit en tant que professionnel de l'information, donc journaliste, influenceur, vulgarisateur, youtubeur, etc., soit en tant que professionnel de la transition, donc que ce soit dans des entreprises, dans des associations ou autres, parce qu'on pense que le produit fini, donc qui sera un site internet qu'on vous présentera, en tout cas on vous présentera l'architecture, le produit fini de ce projet, on l'espère, pourra vous intéresser dans le cadre de vos métiers ou en tant qu'individu citoyen. Et donc c'est pour ça qu'on avait envie de vous réunir, pour que vous puissiez nous apporter et nourrir ce projet afin qu'on puisse vous proposer en fin de projet quelque chose qui soit le plus utile possible pour vous. Alors, on va parler de prospective. Peut-être que certains ne sont pas familiers, alors on rappellera ce que c'est, etc. Mais en deux mots, c'est l'art et la manière de construire des scénarios de transition énergétique. Et il se trouve qu'on a la chance en France d'avoir un certain nombre d'équipes de prospectivistes, donc de gens qui construisent des scénarios de transition énergétique et qui essayent de mettre de la cohérence physique dans ces scénarios pour alimenter les débats publics sur ces enjeux de transition de manière la plus sérieuse et cohérente possible. Donc on a voulu au Shift lancer un projet qui permette de réunir les prospectivistes pour faire en fait un bilan, parce qu'ils ont beaucoup produit ces dernières années, et donc faire un bilan de ce qu'on sait aujourd'hui de la transition énergétique au prisme de cette approche prospective. Et donc, en commençant ce projet, et je les remercie beaucoup, Negawatt et l'ADEME ont accepté de se joindre à cette initiative. Donc, je remercie Thierry Salomon qui est ici présent, et d'ailleurs, tu peux monter sur scène pour un premier mot d'intro aussi. Donc, qui est notre point focal côté Negawatt. Je remercie Jean-Louis Berger de l'ADEME qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Voilà, il s'excuse pour des raisons personnelles. Il n'a pas pu se joindre à nous. Je fais passer 2-3 mots de sa part. Et puis ensuite, je te passerai le micro, Thierry. Donc, les mots de l'ADEME, c'est que en fait, ce projet de décryptage collectif de nos prospectives leur paraît être un projet très intéressant et c'est pour ça qu'ils ont voulu s'impliquer dedans. D'une part, parce que ça permet de mieux faire comprendre ce qu'est la prospective, malgré son aspect pluriel avec un ensemble de scénarios qui n'est pas forcément très intuitif.
à première vue. Et puis d'autre part, parce que ça va permettre de montrer qu'en fait, malgré la diversité des scénarios, en fait, ça permet de messages communs qui en ressortent et montrer aussi les particularités des différents scénarios, voilà, qui montrent un certain champ des possibles encore vu d'aujourd'hui. Voilà, Thierry, si tu veux faire un petit mot d'intro côté Négawatt, je te laisse le micro. Voilà, merci. Et puis bonjour à tous. Bonjour d'être venus. Un petit mot de quelques minutes d'introduction, notamment par rapport à cette question des scénarios. Elle est très importante et je crois qu'il faut vraiment faire en sorte qu'on distingue ce qui relève d'une vision d'un scénario. Un scénario, ça va être année par année, voire même heure par heure, sur l'électricité, la possibilité de trouver un chemin qui soit possible. Une vision, c'est plus simple. D'écrire une vision à 2050, ok, mais l'important, c'est aussi de bien caler le rythme, de bien caler le tempo pour pouvoir y arriver. Et on a effectivement la chance maintenant d'avoir en France un certain nombre de scénarios qui sont sur la table. Un petit mot personnel sur les années précédentes. Lorsque je suis intervenu au moment de la loi sur la transition énergétique à l'intérieur du comité des experts qui était dirigé par Alain Grandjean, je suis arrivé avec le scénario Négawatt, je pensais qu'il y avait d'autres scénarios sur la table, il n'y en avait pas, ou très peu, en tout cas pas très construits. Et on a passé 3-4 mois à construire des scénarios. Évidemment, à la fin des 3-4 mois, tout était calé, fini, on n'a pas eu le temps en réalité de travailler là-dessus. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des scénarios très construits qui sont sur la table, les scénarios d'ADEME que vous connaissez, les scénarios de RTE qui sont plutôt des scénarios électriques qu'énergétiques, mais évidemment très intéressants, scénario Négawatt, etc. Et donc, il faut travailler là-dessus, sur ces questions-là. De notre côté, à Négawatt, on en est à notre 5e scénario, celui qui est sorti en 2022, et surtout, ce qu'on fait en ce moment, c'est au-delà de l'énergie, travailler sur également les autres flux et les autres stocks. Ça a été le cas dans un scénario qui s'appelle After sur l'alimentation à l'agriculture. On a continué sur un scénario qui s'appelle Négamat sur les matériaux. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup là-dessus, sur cette question de la disponibilité des matériaux au fur et à mesure des années pour savoir si ça passe, si le chemin est jouable. Et puis, derrière, on a aussi travaillé sur des scénarios à l'échelle européenne qui s'appellent Clever. Alors, je voudrais terminer en parlant simplement en rappelant 3 importances sur ces scénarios. La première importance, c'est celle d'avoir les bons chiffres. Et c'est presque une des raisons principales pour lesquelles on est rentré dans ce partenariat. C'est important de faire en sorte qu'on puisse, derrière, en matière d'indicateurs, en matière d'éléments graphiques, de comparaison, etc., s'assurer qu'on est bien sur les bons chiffres. L'ensemble des scénarios actuels, c'est pas très loin de 2000 pages. Et puis, il manque des indicateurs, il manque la possibilité d'aller vérifier un certain nombre de points qui sont souvent dans les annexes, dans les petites notes en bas de page. Et c'est important de bien caler les choses, sinon on ne parle pas, ou on peut avoir des erreurs, on ne parle pas correctement, ou alors on peut faire des erreurs importantes. La deuxième importance, c'est celle, évidemment, du débat public derrière. Et on regrette, nous, personnellement, que le débat public, alors que maintenant on a ces scénarios sur la table, soit, souvent escamoté. C'est vraiment dommage. Ça aurait été le temps d'avoir plusieurs mois pour sortir un débat public français fort sur l'ensemble de ces questions-là. C'est bien que vous soyez réunis ici, mais ça ne représente pas, évidemment, l'ensemble d'un débat national. Or, le débat national, il est important par rapport au problème d'un scénario juste, d'un scénario partageable, d'un scénario qui soit appropriable par les Français. C'est là un point évidemment très, très dur et que vous connaissez. Et puis la troisième importance, c'est celle d'arriver à monter des collaborations en dehors des étiquettes. Bien entendu, vous vous dites, mais Négawatt, ils sont pas pour le nucléaire, le shift, c'est pas pareil, etc. Bon,
Je crois que c'est important d'essayer de travailler ensemble, de sortir des étiquettes et d'arriver à mieux comprendre le pourquoi de telle et telle position, éventuellement de les rapprocher, pourquoi pas, ou au contraire d'acter des divergences, mais les acter de façon tout à fait cohérente, claire, etc. Et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui nous plaît dans cette collaboration actuelle, c'est la possibilité de travailler avec le Shift, de travailler et avec l'ADEME sur l'ensemble de ces points et d'avoir entre prospectivistes des échanges qui soient clairs, qui soient transparents par rapport à ça, de façon à ce qu'on puisse aboutir à ce que quelqu'un comme le philosophe Patrick Vivray appelle des désaccords féconds. Et j'aime beaucoup cet oxymore. Il faut qu'on arrive en France à avoir des débats aboutissant sur des désaccords féconds, c'est-à-dire des désaccords qui peuvent éventuellement rester, mais qui soient clairs, nets et transparents. Voilà, merci de votre présence. C'est Thierry. Alors, je vais appeler sur scène la petite équipe prospective du Shift, dont je fais partie, donc je vais rester sur scène. Voilà, Rémi, Corentin. Et on va donc commencer par ce point d'étape. Donc, on va vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est dans le projet, les méthodes, etc. Voilà le sommaire de cette demi-heure de présentation. Et puis ensuite, il y aura des questions-réponses. Donc, je vais commencer par faire une petite intro sur ce que c'est que la prospective, vous remettre un peu dans le bain, ou pour les professionnels de l'information qui ne seraient pas vraiment à fond dans les sujets de prospective, vous rappeler un petit peu ce que c'est, faire un peu de vulgarisation là-dessus. Ensuite, Rémi prendra la parole pour vous présenter un peu les méthodes, nos manières de travailler sur ce projet, la manière dont on organise un petit peu aussi les contenus qu'on produit. Et puis, Corentin prendra la parole pour animer un petit questionnaire sur le site internet qu'on a envie de vous proposer à la fin du projet, donc qui est encore à un stade d'architecture pour le moment, et puis pour introduire les ateliers de cet après-midi. Alors pour commencer, peut-être quelques rappels sur ce qu'est la prospective. Donc la prospective, c'est avant tout une démarche, et donc on peut la caractériser par ses objectifs. Donc le grand objectif de la prospective, c'est d'adresser des questions sur l'évolution de systèmes complexes et incertains par la description de scénarios cohérents. Par exemple, une entreprise, c'est un système relativement complexe qui évolue dans un environnement incertain et qui a elle-même des incertitudes. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui font de la prospective pour dessiner différents futurs vus d'aujourd'hui qui leur paraissent plausibles et puis prendre les meilleures décisions qui soient au vu de ces incertitudes et de ces différents futurs possibles, prendre les décisions maintenant. Donc, nous, on ne va pas s'intéresser à la prospective d'entreprise, mais plutôt à la prospective publique. Donc, des gens qui s'intéressent plutôt à l'évolution de la société dans le cadre de transition vers la décarbonation, vers la neutralité carbone. Et donc, ils vont décrire différents scénarios. Vous pouvez imaginer qu'il y a une carte des futurs possibles à explorer. Vous pouvez choisir un ou plusieurs futurs possibles et puis les chemins pour y aller. Voilà, le chemin est important, les dynamiques, comme disait Thierry tout à l'heure. Et puis, pour chacun de ces scénarios, on peut décrire un certain nombre d'indicateurs paraissent importants. Donc là, par exemple, on peut se dire le scénario va décrire l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, les évolutions de l'emploi dans tel et tel secteur économique, les évolutions du PIB, les évolutions de tel et tel aspect des modes de vie, les évolutions des tailles des voitures, etc. etc. Il se donne un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs, évidemment, ont une cohérence d'ensemble. Donc souvent, les prospectives vont faire des modèles chiffrés, etc. pour garantir une sorte de cohérence entre tous ces indicateurs. Avec ça, les prospectivistes peuvent apporter au débat public des éléments de cohérence physique sur les futurs possibles pour la société française. Et puis d'un point de vue plus collectif, donc là au-dessus c'est un prospectiviste ou une équipe qui va faire des scénarios, mais d'un point de vue collectif, si on prend un peu du recul, on peut se dire que les prospectivistes dans leur ensemble, leur rôle, ça va être de découvrir le plus de zones possibles de cette carte pour informer le débat public de la meilleure manière qui soit, et si possible des zones un peu contrastées, parce que sinon on bosse tous sur les mêmes scénarios et c'est pas forcément très intéressant.
Et puis, un deuxième effort que font les prospectivistes, et ça Thierry en a parlé, c'est qu'on va essayer d'intégrer de plus en plus de dimensions structurantes dans les scénarios. Donc là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a 5 ans, personne ou très peu n'explorait vraiment sérieusement la question des matériaux. Et puis là, on a de plus en plus de données, on a de plus en plus d'informations, il y a des modèles qui sortent et on est capable de plus en plus d'informer sérieusement cette question des matériaux. Alors, les prospectivistes, pour atteindre ces objectifs, ils ont plusieurs éléments de pratique. Et donc là, pour vous montrer un peu plus concrètement ce que font les prospectivistes, donc déjà, ils vont se doter d'un cadre prospectif. Ils vont souvent se donner un ensemble de dates clés auxquelles ils veulent décrire les futurs possibles. Donc, nous, les scénarios qu'on a retenus pour cette étude se fixent tous pour date clé 2050. Après, ils peuvent s'en fixer d'autres, mais à minima 2050. Puis, ils se fixent des objectifs de société. Typiquement, là, les scénarios qu'on a retenus se fixent un objectif de neutralité carbone pour la France à 2050. Après, ils peuvent s'en fixer d'autres, généralement le respect des limites planétaires, etc. Mais à minima celui-là, ils se donnent des indicateurs clés. Donc, c'est les fameux graphiques qu'on a tout à l'heure. Là, ils vont se dire, tiens, nous, on va décrire la consommation d'énergie, on va décrire l'évolution de l'emploi, on va décrire les consommations de matériaux, etc. Et puis, ils vont se donner des périmètres géographiques. Et là, nous, les scénarios qu'on a retenus prennent pour périmètre la France. Dans ce cadre-là, ils vont pouvoir raconter une ou plusieurs histoires, donc un ou plusieurs scénarios narratifs. Et on trouve en gros deux grandes catégories de scénarios. Vous avez les scénarios là, que j'ai appelés de transformation ou de transition. Donc, ce sont les scénarios qui essayent d'atteindre les objectifs de société et donc qui vont mettre en narratif des transformations et puis faire les calculs qui vont bien derrière. Il y a d'autres types de scénarios qu'on va plutôt appeler business as usual ou parfois référence. Ce sont les scénarios où on ne vise pas spécialement l'objectif de société. Et donc, le monde se déroule tel quel. Et ensuite, en comparant les deux familles de scénarios, on peut voir quels ont été les effets de l'activation des leviers pour transformer la société par rapport au scénario business as usual. Point important, les scénaristes, les prospectivistes essayent d'assurer des éléments de cohérence dans leur scénario, donc des éléments de cohérence physique, parfois des éléments de cohérence économique, des éléments de cohérence entre les flux physiques et les pratiques et les usages des gens, et une cohérence narrative d'ensemble. Donc par exemple, si la quantité de cuivre dans le secteur de l'industrie ou la quantité d'acier dans l'industrie de l'automobile est divisée par 3, ça veut peut-être dire que les voitures sont plus petites, peut-être qu'elles sont un peu moins puissantes, etc. Et donc il faut garantir une cohérence avec la manière dont les gens se déplacent dans le scénario. Dire que ça va un peu moins vite, qu'ils utilisent des voitures différentes, etc. Évidemment, pour faire tout ça, il faut recueillir des données pour décrire le point de départ notamment et puis pour imaginer certaines évolutions des différents scénarios. Alors, on a conservé pour dans notre périmètre là, d'analyse un certain nombre de scénarios. Vous avez les scénarios principaux là, français, on va dire multi-énergie, multi-secteur, donc qui regardent l'ensemble des vecteurs énergétiques, donc électricité, gaz, carburant liquide, hydrogène, chaleur, etc. Et qui sont aussi multi-secteurs, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les secteurs de l'économie principaux en ce qui concerne les flux physiques. Donc vous avez le scénario négawatt qui se couple au scénario after, after étant le volet plutôt agriculture, foresterie, biomasse de ce duo de scénarios. Et en fait, il nous propose un scénario qui est de transformation, donc un scénario de transition qui vise effectivement la neutralité carbone. Les scénarios de l'ADEME, qui s'appelle Transition 2050, il nous propose 4 scénarios et de transition et un scénario tendanciel. Les scénarios de transition s'appellent S1, S2, S3 et S4. Et vous les retrouverez cet après-midi dans vos ateliers. Pour faire vite, le scénario S1 de l'ADEME, c'est le scénario qui va viser le plus de sobriété dans les usages. Et il y a une gradation quelque part vers le scénario S4 qui, lui, va être le plus techno-optimiste et qui va aller plus vers une croissance des usages. Donc voilà pour la philosophie des scénarios ADEME. Le plan de transformation de l'économie française, qui est un scénario proposé par le Shift Project, et qui, lui, a la caractéristique, quelque part, d'explorer certains secteurs inhabituels pour les prospectivistes,
parce que ce sont des secteurs plutôt serviciels et transversaux, donc comme la culture, la santé ou l'administration publique. On a gardé les scénarios qui aujourd'hui font référence sur le système électrique et qui adressent à la fois des réflexions sur la demande électrique et des réflexions sur la manière de produire l'électricité demain. Donc RTE propose ses futurs énergétiques avec 6 scénarios d'évolution du mix électrique et 3 scénarios d'évolution de la demande électrique. Et puis enfin, on a voulu garder la trajectoire de référence française avec 2 scénarios. Le scénario AMS qui veut dire avec mesures supplémentaires et AME qui veut dire avec mesures existantes. Donc le premier étant un scénario de transformation et le second plutôt de type BAU avec déjà toutes les mesures qui sont dans les tuyaux et on les déroule. Et donc ces scénarios-là sont le support de réflexion pour ensuite construire la stratégie nationale bas carbone qui devient ensuite la référence à suivre pour les gouvernements successifs. Alors, vous voyez qu'il y a une production assez grande là, de scénarios. Donc là, on a plus d'une quinzaine de scénarios. Si on sommait l'ensemble des pages des rapports, ça ferait, je pense, à peu près 3000 pages de rapports, assez denses, assez complexes. Et donc, on s'est donné pour ambition là, d'essayer de synthétiser collectivement tout ça, parce que pour l'instant, chacun produisait dans son silo, sur sa piste. Et donc, on prend un temps de pause et on a envie de synthétiser collectivement tout ça. Pour ça, on va créer des décryptages thématiques qui se basent vraiment sur l'ensemble des rapports de scénarios et des données qui sont publiées autour de ces scénarios. On a aussi envie d'animer la communauté des prospectivistes et ça nous fait plaisir d'en réunir là aujourd'hui à l'occasion de cette demi-journée. Et donc là, simplement, c'est l'existence même du projet qui permet ça. Et puis, on avait envie, à l'occasion de cette synthèse collective, d'essayer de la rendre accessible au plus grand nombre. Et donc, on s'est dit, à minima, que si on arrivait à adresser ces synthèses collectives aux professionnels de l'information, ça leur permettrait, si ça leur semble intéressant, de contextualiser les actualités en lien avec la transition énergétique en utilisant ces éléments de décryptage qu'on met à leur disposition. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de vous inviter à cette demi-journée, pour essayer de challenger nos contenus avec nous. Et à la fin donc du projet, on a envie de produire un site internet qui contiendrait tous les décryptages et qui soit le plus facilement utilisable pour les professionnels de l'information. Voilà, alors je passe la parole à Rémi pour une description d'où on en est sur le projet. Merci, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter comment on a décidé de travailler pour répondre aux différents objectifs dont Nicolas vient de parler. Donc dans un premier temps, on va parler des différentes personnes qui se retrouvent pour travailler sur le projet. Donc on a d'abord réuni les prospectivistes parce que le but, ce n'est pas de produire une analyse du Shift Project, mais bien une analyse pluraliste avec les différents prospectivistes et acteurs qui ont travaillé sur les différents scénarios proposés. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a l'ADEME et Negawatt qui sont avec nous sur ce projet et qui nous accompagnent. Merci à eux. Et pour produire, du coup, on est aidé de différents acteurs. On va retrouver les Shifters, qui est l'association sœur du Shift composée de bénévoles qui s'y connaissent sur les enjeux climat et énergie. Et du côté site internet, puisque du coup notre livrable est un site internet, on a With You Data qui travaille avec nous. Et enfin, de l'autre côté, le côté professionnel de l'information, on va trouver des journalistes, donc que ce soit de tout horizon, que ce soit de la presse, de la radio, de la télé, et aussi des professionnels de l'information, mais du côté plus réseaux sociaux, donc que ce soit des youtubeurs ou alors des influenceurs. Et enfin, on va être accompagné aussi par des relectures techniques de RTE et du SGPE, mais aussi par d'autres experts, donc des prospectivistes qui vont venir nous aider à valider le contenu de notre décryptage. Et donc, tout ce monde se retrouve dans un comité d'orientation où on se réunit à différents jalons du projet pour discuter de l'avancement et de la suite et de l'orientation du projet. Et donc, comment ça se concrétise ? Donc, on a différentes thématiques. Donc, ça peut être aérien, agriculture, qu'on va retrouver dans tous les scénarios. On explorera juste après les thématiques. Et donc, on va chercher dans tous nos scénarios tout ce qui est dit sur ces différentes thématiques. Et ça va nous permettre de faire une
sorte de traçabilité qu'on va mettre dans un document ou avec tout ce qu'on a trouvé sur ces différentes thématiques. Après, on va faire, nous, tout un travail de synthèse et de vulgarisation qu'après, on va envoyer en relecture et à la fin, ça va nous permettre d'avoir un décryptage qui prend la forme de fiches qui est synthétique et consolidé par vos relectures. Et tout ça, ça va alimenter notre livrable qui est un site internet et donc Corentin vous présentera et on aura là besoin de vos retours. Donc les différentes thématiques. Donc ces thématiques, elles ne sont pas anodines. Elles viennent naturellement lorsqu'on s'intéresse au scénario de transition. Donc on a une première catégorisation qui est autour du système énergétique et qui du coup va vraiment de la production jusqu'aux usages. Et donc, c'est vachement intéressant pour nous, entre guillemets, citoyens, dans le sens où nous, ce qui nous intéresse, c'est comment va évoluer nos usages demain. Et donc, pour montrer le lien entre l'usage et la production, ceux qui ne sont pas forcément familiers, si par exemple, on s'intéresse demain à l'évolution des mobilités, et donc des voitures, par exemple, eh ben, on va s'intéresser à l'évolution de la part modale et donc tout ce qui est relatif aux habitudes. Mais aussi, il y a aux différentes technologies. Est-ce qu'on va avoir des voitures électriques, à l'hydrogène? Et en fait, les différents choix d'habitudes, de part modale, etc. et de technologies vont influencer directement notre système productif et énergétique. Donc là, on va retrouver différents vecteurs, donc électricité, gaz, combustible. Donc toutes ces thématiques, on reviendra un peu plus en détail comment on les traite juste après. Cependant, elles ne suffisent pas à définir tout ce qui est traité par les scénarios. On va retrouver aussi des thématiques transverses qui, elles, vont se retrouver dans toutes les autres thématiques. Et elle, c'est ce qui est propre un peu à ce que regardent les scénaristes. Donc, on va retrouver les gaz à émission à effet de serre, qui vont pareil. C'est vraiment un indicateur qu'on va retrouver partout. Et toutes celles qui sont citées là. Et donc là, on a l'ensemble des thématiques qu'on va traiter dans notre travail et qui permettent de mettre en avant tout ce qui a été traité par les scénaristes et qui permettent aussi de mettre en avant comment ça va faire évoluer nos sociétés comment ça va faire évoluer nos sociétés. Et du coup, ces thématiques, ça reste très vague et donc très loin du concret et de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui se passera demain. Donc, on va essayer de rentrer plus dans le détail avec un peu plus de granularité. Donc, chaque thématique, on va les décomposer. Donc, on va avoir d'un côté, par exemple, on va prendre l'exemple de l'électricité. Donc, l'électricité, on peut la segmenter en 3 parties. Donc, production, consommation et flexibilité. Donc, équilibre entre production et consommation. Et après, on va rentrer encore plus dans le détail pour que ça parle encore plus. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la production, on va avoir une fiche sur la production propre au solaire, à l'éolien et au nucléaire. Et en fonction de la matière qu'on a, qui est donnée dans les scénarios, on va encore rentrer peut-être plus dans le détail. Donc, sur le nucléaire, peut-être qu'il y aura un décryptage qui sera sur les petites centrales nucléaires. Et donc, on fait de même pour la consommation. Donc, évolution de la conso élec industrie, évolution de la conso dans les bâtiments, etc. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'aller vraiment dans le détail pour que ça parle à tout le monde et qu'on comprenne aussi comment ça va influencer la vie de tout le monde. Et le deuxième axe de lequel notre travail est utile et dans lequel on veut mettre l'accent, c'est sur cette interconnexion de toutes ces thématiques. Donc là, par exemple, l'évolution de la conso et l'industrie, elle est liée à la thématique industrie. Et donc la thématique industrie est elle-même liée à l'évolution de l'hydrogène. L'hydrogène qui est lié à la production électrique. Et en fait, toutes les thématiques sont interconnectées. Et donc, dans notre travail, on va essayer de montrer ces différentes interconnexions et comment ces différentes thématiques s'articulent entre elles. Donc voilà, maintenant, je vais vous laisser Corentin vous présenter le livrable et vous animer cet atelier. Merci Rémi. Ici, je remplace une très belle personne qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est notre collègue qui est dans l'équipe prospective aussi, qui est Pauline Denis, et qui malheureusement, voilà, n'est pas là, mais on pense fort à Pauline si un jour elle voit le replay ou si elle entend. Alors, rappel donc final. On va arriver à la fin à la production d'un site internet avec 2 objectifs phares. On est parti sur un site parce qu'on s'est dit si on veut que les gens puissent facilement accéder à nos contenus, contextualiser de l'information, etc. C'est très sympa de faire un bouquin ou autre chose, mais c'est pas évident. Donc, on est parti sur un site web pour la facilité d'accès et de navigation. Deuxième objectif, c'est que cette navigation, elle soit justement rendue efficace et agréable sur le site pour que ce site participe lui aussi d'une forme d'acculturation et de montée en compétence des gens qui vont le pratiquer parce qu'ils rentrent pour un sujet précis et qu'en fait, naturellement, on essaye de les orienter vers d'autres thématiques pour que, comme l'expliquait Rémi, ils puissent comprendre les enjeux quelque part systémiques sur chacun des sujets qui pourraient traiter sinon de manière un peu trop isolée. Donc, on a cet enjeu-là de navigation sur le site.
On a déjà commencé à travailler aujourd'hui sur ce site. On a essayé de spécifier un peu les besoins et pour ça, on a interrogé justement pas mal de professionnels de l'information et de journalistes qu'on remercie. On a commencé du coup à dessiner une première architecture du site, à interroger comment est-ce qu'on pourrait accéder à ces contenus, comment on pourrait naviguer entre ces contenus. Et on a commencé à avoir une réflexion sur la priorisation des fonctionnalités. Est-ce qu'on pourrait faire plein de choses sur un site web? Est-ce que mettre une IA, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui? Par exemple, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut qu'une IA remplace le travail des prospectivistes? On n'est pas encore convaincu. Donc, on n'a pas mis pour l'instant d'IA prospectiviste sur le site. Mais donc voilà, on est limité en particulier par notre budget et nos capacités RH. Mais donc là, l'idée pour nous, ça va être de vous proposer un peu cette première architecture globale et de vous faire réagir. On va passer à une petite phase du coup interactive. Comment on descend? Là. Du coup, à vos stylos, si vous aimez les stylos et les feuilles, ou à vos téléphones, si vous êtes très technophile, vous pouvez faire le prendre de petit QR code qui va être ici. C'est la même questionnaire que vous trouvez sur les tables avec les feuilles et les petits stylos qu'on ramassera à la fin. Donc, on va vous proposer ce zoning, donc cette architecture de notre site, contrairement à ce qui est écrit ici, ce qui me fait dire que ce n'est pas la dernière version du PowerPoint. On n'aura pas une question par slide. Je vous préciserai quand il y aura des questions sur ces différentes slides. Si vous voyez au-delà de ces questions qui vont vous être posées des choses à dire sur le site, n'hésitez pas à les ajouter dans une case qui n'est pas prévue à cet effet. Ce serait dommage de se priver d'une bonne remarque. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Présentation un peu du coup de cette architecture. Alors là, encore une fois, c'est une architecture, ne vous fiez pas au style, on fera mieux à la fin, j'espère, parce qu'on y met les moyens quand même. Donc, une petite architecture du site, on va commencer tout de suite avec une première question sur le titre. Donc là, on passe en mode brainstorming. Là, on va proposer un titre, quel futur bas carbone pour la France? Je vais vous laisser 30 secondes pour répondre à la première question. Nous dire ce que vous pensez de ce titre. Et s'il est nul, allez-y, défoncez-le, proposez autre chose, dites-nous les mots-clés qu'on doit avoir dans un projet tel qu'on vous le présente, qui va faire cette synthèse, ce décryptage. Attention, c'est parti, 30 secondes. Il vous reste 10 secondes. Allez, l'idée qui changera tout est peut-être dans cette salle. Et c'est parfait, félicitations, bravo à tous. Vous pouvez continuer d'écrire 30 secondes si vous voulez. De toute façon, je vais passer tout doucement à la suite. Et pour le reste de cette slide, il n'y a pas besoin d'interagir. Donc si vous avez des idées à rajouter, vous pouvez. Rapidement, du coup, ici, une petite barre de recherche qui servira tout bêtement à chercher les informations qui nous intéressent, à taper les questions qu'on peut rechercher. On y reviendra juste après. On proposera en une quelques décryptages sur des sujets qui font l'actualité aujourd'hui, histoire de dire que si une personne se retrouve là par hasard, elle soit naturellement orientée vers des contenus qui peuvent l'intéresser au regard de l'actualité. Et ensuite, on reviendra dessus, mais un petit glossaire, petit glossaire qui va du coup reprendre les différents mots, concepts proposés dans les fiches et qui ne sont pas toujours évidents et qu'on essaiera du coup d'étayer dans ces travaux. Mais bien sûr, ensuite, petite note de fin de page sur qu'est-ce que c'est que ce site, les partenaires, etc. Ça, c'était pour la première page. Rapidement, sur la barre de recherche, on est en réflexion pour sa construction. Aujourd'hui, on pense la faire fonctionner au-delà des questions qu'on peut lui interroger directement avec un système de filtre pour aller chercher certains sujets qu'on peut traiter. Parce qu'encore une fois, on aura un nombre limité de fiches. Cette plateforme n'est pas capable de répondre à toutes les questions sur le climat, déjà. On est bien sur les scénarios de transition énergétique. Et elle ne répond pas non plus à toutes les questions de la matière. Donc, on veut quand même essayer d'orienter le lecteur parce qu'on est à peu près sûr que s'il part dès le départ avec une question même très précise, on a des choses à lui dire, ne serait-ce qu'en remontant à un niveau supérieur de généralité. Donc, on a cette recherche thématique qui permettra de faire des recherches de fiches avec nos différents thèmes. Hop. Là, vous avez typiquement à quoi ressembler un peu notre glossaire. Là, on aura des enjeux plus tard, sûrement en termes de relecture. On fera circuler aussi pour essayer de voir des termes qui pourraient manquer ou voir si nos définitions sont assez consensuelles sur ces différents éléments. Chose qu'on va travailler avec nos partenaires, mais qui nécessitera encore sûrement un niveau de vulgarisation. Je passe au contenu concret d'une fiche. Alors, comment elle va se présenter? Ici, on a le petit titre de la fiche. Donc ici, l'éolien dans la transition énergétique. À chaque fois, une ultra-synthèse qui replace l'objet dans son contexte. Et ensuite,
on aura toutes les différentes parties du sujet qu'on traite, à la fois justement la contextualisation, le rôle de cette technologie ou de ce sujet dans la transition, qu'est-ce qu'en dit chacun des scénarios, etc. Là, on a plusieurs fonctionnalités qui sont dédiées à rendre plus facile la lecture pour une personne en plus particulier qui ne serait pas forcément experte du sujet, avec un système ici d'infobulles pour qu'une personne, quand elle passe sur un mot, on puisse afficher justement les définitions qui se trouvent dans le glossaire et pas besoin de partir sur une autre page pour la lecture, par exemple. On aura aussi sûrement des infobulles qui seront plutôt axées sur la comparaison des scénarios. Peut-être qu'on y réfléchit encore et vous verrez cet après-midi, on n'a pas encore acté toutes les normes d'écriture afin justement d'en tester plusieurs avec vous et de voir comment est-ce qu'il est plus pertinent de faire figurer par exemple les scénarios. Est-ce qu'à chaque fois, c'est simplement avec un système d'infobulles qu'on va faire remonter les 3 scénarios importants ou est-ce qu'on va les afficher directement dans le texte? On cherche à voir un peu ce qu'attendent aussi les lecteurs de ce type de produit. 2 sujets qui vont constituer nos 2 prochaines questions. Vous pouvez reprendre votre feuille ou vos petits téléphones. Vous allez pouvoir traiter les 2 questions qui suivent d'affilée. On a 2 fonctionnalités proposées sur cette page. Premier sujet, télécharger les fiches en format PDF. On se pose la question de l'usage de cette fonctionnalité. Donc c'est l'occasion de dire pour vous à quel moment ça pourrait avoir un sens. Et dans ce cas-là, quel format serait intéressant? Par exemple, est-ce qu'il faut afficher les commentaires, les détails, parce que les infobulles permettent de le faire, etc. À quel moment ça pourrait être un besoin pour vous? Et le deuxième point, c'est sur ce qu'on a appelé nos fiches bis, ce qui sont en fait les analyses brutes dans lesquelles on va retrouver l'ensemble des extraits des scénarios qui traitent d'un sujet, d'où est-ce qu'ils proviennent, etc. Et donc nous, on a un questionnement aussi là-dessus, c'est pareil, à quel besoin peut répondre, pour aussi bien des professionnels de la transition que des professionnels de l'information, le fait de retrouver ces différentes sources et ces informations brutes. Et du coup, qu'est-ce qui devrait éventuellement figurer sur ces éléments? Voilà, je vous laisse une petite minute là pour rapidement répondre à ces 2 questions. Je vois que ça écrit encore. Merci de prendre le temps de faire tout ça. Grâce à vous, le site n'en sera que meilleur et le monde entier en bénéficiera. Ou au moins la France. Ou au moins des gens que ça intéresse. Ou au moins peut-être certains d'entre vous dans la salle. Allez, je vais passer au point suivant pour ceux qui ont avancé. Les autres, vous pouvez nous rejoindre juste après, parce que le temps file. On a une autre fonctionnalité qui a une vocation de vulgarisation qui nous a semblé très importante et en tout cas qui est remontée dans les discussions qu'on avait avec les professionnels de l'information. On a appelé ça un étalomètre. L'idée, c'est que les documents de prospective sont jalonnés de chiffres qui n'ont aucune valeur en soi quand on ne les comprend pas ou quand on n'est pas habitué au sujet. Savoir ce que représente 15, 50 mégawatts, des mégawattheures, etc. C'est des choses qui ne parlent pas en soi et qui plus est, qui peuvent être compliquées du coup à traiter aussi pour le retranscrire aussi auprès du public derrière. Donc on essaye de mettre en place ce qu'on appelle ces étalomètres. L'idée, c'est d'avoir, comme tout à l'heure, des infobulles quand on passe sur un chiffre pour qu'il nous le positionne sur une petite gradation pour nous donner un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur qui soit imagé. Là, typiquement, un ordre de grandeur à 2,8 MWh, c'est quoi comme puissance? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Nous, on dit que c'est à peu près entre une locomotive qui peut dégager une puissance maximale, on va dire, d'1 MWh, et entre un petit parc solaire qui va se retrouver à 10 MWh. Et donc, c'est de proposer comme ça toute une série d'ordres de grandeur qui placent les chiffres. Et du coup, c'est la question suivante. S'adresse aussi bien aux professionnels de l'information, encore une fois, que de la transition. Pour vous, quels sont le type de métrique, le type d'ordre de grandeur dont vous auriez besoin pour traiter ces informations ou que vous pensez importantes de vulgariser au regard des retours que vous pouvez avoir? Et avant de clôturer votre fiche, quand vous finissez, pour ceux qui ont fini leur fiche,
Vous pouvez ajouter, pour ceux qui sont en web, sur la dernière case ou la première, si vous y avez encore accès. Et sinon, sur votre feuille, si vous êtes plutôt un professionnel de la transition ou un professionnel de l'information, pour qu'on puisse aussi ensuite regarder s'il y a des différences d'approche qui pourraient être intéressantes. Vous êtes très studieux. C'est très beau à voir d'où on est. Allez, le temps file. Donc je vais rapidement vous faire des éléments de calendrier. On va aller très vite. On est là, on va là-bas. Suivante. Non, allez. On est du coup au premier temps fort et un peu public du projet avec les ateliers collaboratifs d'aujourd'hui, 25 avril. Le projet il a commencé il y a quelques mois, ce qui nous a permis de commencer à travailler sur un certain nombre de décryptages qui nourriront les ateliers de l'après-midi que je m'en vais vous présenter juste après. Le temps fort du projet, ce sera l'événement de publication qui, a priori, vous pouvez déjà le noter, sera le 12 décembre 2024, a priori en soirée, où on sortira le site web, on fera une fête incroyable. D'ici là, pour nous, au sein de l'équipe projet, il y a un travail sur la production de ces décryptages qui va être jalonné jusqu'à la rentrée. J'en parle en détail, vous avez un peu la manière dont on a jalonné le projet et les différents sujets ici. En parallèle de ce travail pour nous de premier décryptage, de première vulgarisation, on a besoin de vous, puisqu'on a besoin de personnes pour nous faire des relectures déjà sur le plan éditorial et de la vulgarisation, mais aussi de l'expertise technique pour des consolidations techniques, des retours techniques sur l'ensemble de nos projets. Alors pour ça, on peut déjà compter sur nos partenaires qui sont mobilisés. Et ceci dit, il y a un grand nombre de fiches, donc on est toujours à l'affût de renforts. Et par ailleurs, c'est bien d'avoir aussi des regards un peu variés là-dessus, donc on est preneur de vos retours. En parallèle, on a le site web donc, qui va bientôt pouvoir commencer vraiment sa création, puisqu'on est encore à l'étape d'architecturation de ce site. On va prendre vos retours pour pouvoir faire une nouvelle passe et faire des propositions plus concrètes en dialogue avec We Do Data. Et on pourra commencer la production du site à l'été pour le finir en octobre et commencer à remplir un peu tous nos contenus, histoire de vous proposer un magnifique site au mois de décembre. Alors, petite introduction aux ateliers collaboratifs. Vous serez aider le projet et le projet vous le rendra. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est aussi donc pour enrichir notre approche et celle qu'on a jusqu'ici. Là, cet après-midi, on se retrouvera pour un atelier en groupe d'1h30 qui sera suivi d'une plénière de restitution. On va mélanger les professionnels de l'information et de la transition présents dans cette salle pour chacun des groupes. Et on va travailler sur 4 thématiques sur lesquelles on a de premiers décryptages. Thématiques emploi, hydrogène, agriculture et consommation électrique. Donc vraiment, vous avez déjà été affecté à ces différents groupes. On les a recomposés en fonction des présents. Et vous verrez, de toute manière, à la fin du déjeuner, vers 13h15, on vous mettra au fond de la salle, sur le mur ici, les groupes auxquels vous appartenez et la salle dans laquelle il faudra vous diriger pour faire ces différents groupes. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces ateliers? On va faire une petite mise en situation. On a préparé une série d'actualités fictives qui n'ont vraiment rien à voir avec la réalité et dans lesquelles on va vous proposer de vous projeter. D'abord en séparant d'une part les professionnels de l'information et de la transition pour essayer de faire en sorte que chaque groupe se focalise sur cette actualité et voit la manière un peu dont il aimerait la traiter afin de confronter l'approche des différents types de professions. Et ensuite, une étape où on va croiser les regards et par sous-groupe, on vous proposera d'essayer de produire quelques points clés qui pourraient nourrir la rédaction d'un contenu sur cette actualité et vous rédigerez ces points clés justement sur la base de nos premiers décryptages que nous vous fournirons à ce moment-là. Alors, dans ces décryptages, il y aura justement peut-être des informations manquantes ou des choses très intéressantes auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et bien, tout ça, c'est très bien, il faudra le noter justement et ça fera l'objet d'un rétexte qui aura une grosse valeur ajoutée pour nous ensuite, justement, dans le traitement de vos réponses. 2 points supplémentaires là-dessus. On va prendre des scripts, on prendra des notes dans ces ateliers, tout sera anonymisé. On a un peu une règle à la Chatham House, donc on ne dira pas qui a dit quoi lors de ces ateliers, donc vous pouvez vous lâcher. Vous n'êtes pas ici les représentants de votre entreprise ou votre organisation. Vous pouvez agir en votre nom et en plus, on gommera le nom. C'est très pratique, donc n'hésitez pas à nous rentrer dedans. Deuxième petit point là-dessus. J'ai oublié mon deuxième point. Chatham House.
Ce sera bien, ce sera des super ateliers. Non, c'était important, je crois. Bon, c'est pas grave, si ça me revient, je vous le redonnerai. De toute façon, on vous présentera les ateliers tout à l'heure rapidement. Avant de passer aux questions-réponses, j'ai proposé à Erwan Benzé, qui est du coup l'un de nos professionnels de l'information, qui est un journaliste investi sur le projet depuis son commencement, qui n'a jamais ménagé ses efforts pour nous venir en aide et qui en a proposé de témoigner. Merci. Alors justement, pour éviter les petits trous, moi j'ai tout un cahier. On m'a demandé de venir ici aujourd'hui pour finalement vous demander pourquoi moi j'avais pourquoi j'avais accepté et pourquoi c'était important pour moi. Alors d'abord, je vais dire pourquoi c'était important pour moi personnellement, mais ça peut faire écho à peut-être à un certain nombre d'entre vous. Dans mon métier, que je trouve absolument passionnant, je rencontre parfois une petite frustration qui est que on a quand même un métier d'observateur, de commentateur, et que de temps en temps, on est tenté, on a envie de mettre un peu vulgairement les mains dans le cambouis et finalement participer à ce projet, participer aux ateliers. C'est une manière finalement de faire un pas de côté de mon métier qui est de faire un peu l'anglicisme, le go-between, l'intermédiaire, l'interface entre le sachant et celui qui a envie d'en savoir un peu plus, et donc de pouvoir moi-même y participer un petit peu. Et puis, autre avantage pour moi très personnel, c'est, et là pour le coup, ça fait partie de ma façon de travailler, qui est même de phosphorer, de réfléchir avec les spécialistes que je rencontre, les experts, tous les jours, pour moi-même essayer d'avancer un petit peu dans mon expertise et ensuite de pouvoir la partager avec les lecteurs, les gens qui lisent mon journal. Et là aussi, c'est important et c'est ce à quoi j'ai été confronté ici et ce qui est extrêmement enrichissant. Après, la partie la plus importante, c'est d'un point de vue plus général. Vous y êtes et j'y suis confronté à cette fragmentation du savoir, de l'information, des médias, notamment liés au numérique, mais pas que, qui fait que d'ailleurs on voit dans tous les médias se multiplier des rubriques de décryptage, de fake news, de vrais faux en tout genre. Et au bout d'un moment, on peut être un petit peu perdu par cet afflux d'informations. Et il me semble important effectivement de revenir sur le factuel. Et c'est là aussi où peut-être mon rôle de journaliste et de journaliste dans un quotidien grand public, qui est de la rendre la plus lisible et la plus accessible possible. En fait, finalement, je vous ai brandi ce petit cahier au tout début, puis je me suis dit, c'est un peu une bonne métaphore, parce que vous ne le voyez pas là ici, mais quand j'ai fait ça ce matin, et donc j'ai écrit des paragraphes, j'ai fait des flèches, des astérix, et en fait, même moi, au bout d'un moment, je m'y retrouve à peine. Et donc, vous, si je vous soumettais ce cahier, d'abord, vous n'arriveriez pas à me lire, et en plus, vous n'arriveriez pas à faire tout le cheminement. C'est exactement le contraire de ce qu'on doit faire avec ce site. C'est-à-dire qu'il soit absolument accessible à tous et qu'il soit le contraire de ce cahier, que ça ne soit donc pas un objet personnel, mais un objet partageable au plus grand nombre. Voilà pourquoi j'avais envie, travaillant pour un journal qui se dit grand public, qui essaye de fournir une information qui est simplifiée tant que faire se peut, mais surtout pas simpliste, je pourrais peut-être éventuellement, modestement, apporter aussi un regard de relecteur pour, encore une fois, rendre cet objet, ce bel objet qui sera donc publié, mis en ligne en décembre prochain, que cet objet soit accessible à tout le monde. Je regarde quand même dans mes multiples petits paragraphes si je n'oublie pas quelque chose qui me semblerait important. Je tourne ma page. Et dans les choses que je voulais... Alors oui, il y a un dernier point. Moi, en tant que journaliste, ça pouvait être... Je me suis posé la question de participer à une association qui prend acte sur, de façon ouverte sur différents points. Et là encore, finalement, tout à l'heure, Thierry l'a très très bien résumé. J'ai beaucoup aimé cet oxymore de désaccord fécond, mais également aussi de collaboration en dehors des étiquettes. Et donc, nous sommes ici experts, associations, gens de médias, et de pouvoir participer à ce grand projet, peut-être le plus grand défi de notre humanité, et d'y apporter quelque chose tous ensemble, voilà, me semble absolument indispensable. Et je pense que ce soir, je relirai mes paragraphes, je me dirai non, mince, j'ai oublié ça, mais ça n'est pas grave. En tout cas, je vous remercie. Merci, Erwan.
On va passer une petite session de questions-réponses avant d'aller déjeuner après cette petite présentation formelle. Il faudra manger avec panache, prendre plein d'énergie pour que vous soyez très fort cet après-midi pour les ateliers. Mais déjà, s'il y a quelques questions, on les prend. On a des micros pour la salle ou pas? C'était Dimitri Carbonel. Non. Ouais. Bon, je vais pas me présenter donc. Donc Shifter. Un premier point, c'est que pour rendre les personnes intéressées par ça, c'est vrai que si elles peuvent jouer avec, quand je dis ça, ça signifie potentiellement, tiens, s'il se passe ceci, il arrive cela, et si je fais ceci, ou s'il se passe ceci, il arrive cela. De rendre l'information dynamique, je pense que ça peut être un levier, mais c'est plus compliqué effectivement à mettre en œuvre, ça coûte plus cher, il faut utiliser l'IA qui consomme de l'énergie, etc. Mais bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, comment est-ce que vous intégrez, je dirais, des scénarios qui peuvent être un peu exogènes? Je vais prendre 2 exemples d'un côté. Imaginons pour les énergies renouvelables que la Chine à un moment dise, écoutez les amis, les panneaux solaires, on va les garder pour nous, pour une grande majorité, ce qui commence déjà à arriver, hein. Et on se retrouve dans une situation où on a beaucoup moins de panneaux effectivement à utiliser, ou un scénario pour le nucléaire, on a une problématique de gouvernance, tout à coup, je sais pas, en 2028, on se retrouve avec quelqu'un qui dit, au final, l'argent, on va pas le mettre là, mais on va le mettre ailleurs, et puis pouf, on arrête effectivement d'investir dans le nucléaire. Donc, indépendamment de ces scénarios-là, comment est-ce que vous intégrez dans des scénarios, vos scénarios, peut-être des phénomènes exogènes qui peuvent avoir un impact très important sur ceci, hein. Là, dans le travail qui est fait ici, justement, on n'a pas de boule de cristal, donc on va se contenter, nous, de regarder justement ce qu'on fait, les scénarios, et de les retranscrire. Et donc, si c'est des scénarios qui partent sur des trajectoires sympathiques, de dire, voilà, un des chemins sympathiques qui pourraient se passer. Ceci dit, justement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de scénarios qui essayent d'intégrer des stress tests. Donc, nous, pour ce travail, on se contentera, pour les scénarios qui l'ont fait, d'intégrer leurs résultats, mais on n'ira pas plus loin en matière d'intégration de potentialités diverses et variées. L'idée, c'est de bien montrer des chemins qui pourraient bien se passer. Par contre, c'est sûr que c'est sûrement un next step de la prospective aujourd'hui d'intégrer beaucoup plus systématiquement dans tout ce qu'on fait ces trajectoires qui peuvent être en effet délétères. Et sur le sujet là, des petits modèles qui seraient dynamiques et on pourrait jouer avec pour voir un peu, tiens, si j'active plus de vélo, qu'est-ce qui se passe au niveau des émissions, etc. Nous, effectivement, on ne va pas partir là-dessus. Donc, on ne va pas aller sur... on aurait pu imaginer une sorte de synthèse des modèles qu'utilisent les prospectivistes pour en faire un mini-modèle qui synthétise tout ça. Mais on va aller plus, on va essayer de garder ce côté dynamique, mais par la navigation dans l'information. Donc que l'utilisateur puisse comprendre que si on parle de mobilité à vélo, en fait, ça va jouer sur la consommation d'électricité, de pétrole à main. Et voilà les enjeux sur cette électricité, ce pétrole. Et voilà en quoi ils émettent du gaz à effet de serre. Donc, on va essayer de faire comprendre ça par la navigation. Et donc, on va plus aller vers une compréhension des mécaniques que par du texte, que par faire joujou avec un modèle, qui serait peut-être moins explicatif aussi. C'est plus direct, mais en fait, on ne saurait pas forcément pourquoi, quand j'active ça, il se passe ça. Tu vois. Donc là, on va essayer de vulgariser aussi les mécaniques. Oui, bonjour, Christophe Gattuso, journaliste. Juste une question très basique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a présidé au choix des 4 thèmes des ateliers, s'il vous plaît? Oui, alors c'est assez pragmatique. C'est que ce sont les thématiques sur lesquelles on a déjà produit. Donc, on en est plutôt au début du projet, là. Donc, on a produit un certain nombre de thématiques. Et c'est celle-là qu'on soumet à votre sagacité, à votre regard. Mais ça s'est fait un peu par hasard, par le jeu de qui était intéressé à part creuser quoi au début. Et ça aboutit à ça. Oui, petite question sur la mise à jour pour rebondir un peu sur la première question, mais dans les scénarios, par exemple AMS, le scénario sous-jacent de la SNBC 3, s'il n'était pas disponible au moment où les fiches vont être faites, est-ce qu'il est prévu une mise à jour ensuite et plus globalement ensuite dans les années à venir s'il y a des mises à jour de scénarios? Alors pour l'instant, on essaye d'intégrer, et encore, vous allez le voir dans les ateliers, c'est pas parfait, donc c'est pas fait partout. On essaye d'intégrer le Run 1 pour le moment, dans l'espoir que le Run 2 peut-être sorte avant la fin, voire le Run 3, et que là on puisse mettre à jour un peu rapidement, vu qu'on aura déjà fait le travail pour le Run 1.
On va voir. On croise les doigts là-dessus. Et puis si ça arrive plus tard, ouais, on pourra réfléchir en effet à voir si une mise à jour un peu rapide est possible. Alors oui, les runs, pardon, hein, c'est-à-dire que la démarche pour construire des scénarios AMS est itérative. Donc, ils fonctionnent par jeu de scénario, on va dire. Donc là, ils ont fait un premier jeu du modèle et donc ils ont une première trajectoire à soumettre aux acteurs, au ministère, etc. Ça va donner lieu à un second run, donc un nouveau jeu du modèle qui va sortir une nouvelle trajectoire et qui sera à nouveau discuté pour, au final, un run final qui sera le run 3. Voilà, donc on espère avoir ce run final qui sera la trajectoire un peu officielle sur laquelle se basera la prochaine stratégie nationale. Et donc, on espère que ça sorte avant qu'on ait fini les fiches. Donc, ce sera il faudrait que ça sorte avant octobre, quoi. Est-ce que vous avez prévu de faire une base de données consolidée, au moins pour les grands postes, type émissions, je sais pas, PIP, consommation d'énergie? Parce que c'est vrai que quand on compare des scénarios, si on s'amuse à récolter les données, c'est extrêmement chronophage. Et si vous pouviez faire ça, c'est très, très utile. C'est vrai. Alors, en réalisant ce travail d'analyse, on est quelque part un peu obligé de faire ce travail d'agrégation des données, même parfois d'aller récupérer les données dans les rapports parce qu'il n'y a pas forcément de fichiers Excel ou par exemple certaines données qu'on peut redéduire de ce qu'il y a dans des Excel et dans des rapports. Donc, on fait ce travail. En effet, je pense qu'on pourra publier nos Excel un peu mis au propre qui agrègent les données sur les différentes thématiques. Alors, la mise au propre va être un peu longue, mais... Ouais. Oui, bonjour, Françoise Blin, journaliste. Moi, j'ai une question sur le choix de vos scénarios de base que vous avez donc choisi d'examiner. Est-ce qu'on peut considérer que c'est exhaustif ou est-ce qu'il y a d'autres scénarios que vous auriez pu prendre en compte? Et donc, est-ce que ça ne constitue pas ce choix déjà un premier biais? Et ensuite, dans la synthèse collective que vous allez faire de l'ensemble de ces scénarios, est-ce qu'il n'y a pas des biais possibles, hein, puisqu'il y a nécessairement des choix à faire dans la collecte des données des différents scénarios? Oui, alors, sur le périmètre des scénarios, là, on a déjà un certain nombre de scénarios assez contrastés. Alors, en multi-énergie, ça va être assez contrasté entre un négawatt S1 versus un S4 de l'ADEME qui sont très, très contrastés. Sur les systèmes électriques, là, on a retenu ceux d'RTE qui font un peu foi, mais en fait, il y a aussi d'autres scénarios. Les autres scénarios multi-énergie regardent aussi l'électricité. Il y a certains scénarios qui existent sur l'offre électrique qui vont plus loin sur le nucléaire, par exemple. Donc, ceux-là, on pourra les mentionner dans les quelques fiches qui traitent de ce point-là, mais on ne les a pas considérés comme pouvant être mis sur le même plan du point de vue de la masse de travail, etc., par rapport aux autres scénarios. Et sur votre deuxième question, et après, je ne sais pas s'il y a d'autres scénarios qui existent. Il me semble que c'est un peu tout le panel là. Et sur les analyses, alors certainement, en effet, quand on synthétise, on est obligé de raconter les choses d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui va essayer d'apporter plus de pluralisme, c'est déjà de mettre en relecture le plus largement possible ce qu'on produit. Et c'est aussi l'un des objets d'aujourd'hui. Et puis, on va assurer surtout la transparence. C'est la seule manière, je pense, s'il y a des biais, ils apparaîtront. Donc, le fait qu'on publie nos analyses brutes, c'est-à-dire vraiment, on va coller les extraits des rapports sur une thématique, on colle tous les extraits, et ensuite, vous voyez d'où vient la synthèse qu'on fait en se basant sur ces extraits. Donc, vous pourrez juger, en fait, on vous assurera une traçabilité qui sera la plus simple possible si vous voulez vérifier justement cette analyse. Oui, bonjour Yves Marignac de Negawatt. C'est pas une question, mais juste un commentaire qui prolonge ce point sur les scénarios pris en compte. Je pense que, en fait, si on regarde aujourd'hui les différents scénarios qui existent, qui sont compatibles avec l'objectif de neutralité carbone et qui le montrent dans leur quantification et qui sont publics et dont les données sont suffisamment accessibles pour faire ce travail, en fait, on a une liste complète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a évidemment pas d'autres scénarios autour et de plus en plus, et tant mieux. Et il faudra voir comment on les prend en compte effectivement dans les commentaires. Mais cette liste-là est celle qui fait référence aujourd'hui, y compris dans les exercices de débat public, etc. J'en profite juste
débat public pour faire un commentaire plus personnel, mais sur les raisons pour lesquelles je pense que c'est important et pour lesquelles Negawatt s'associe à cette démarche. Ça n'a pas été dit encore, mais c'est quand même le scénario partagé, je pense, de plus en plus entre le constat partagé de plus en plus entre prospectivistes, qu'il y a un écart abyssal, croissant, entre les convergences de tous nos travaux sur un certain nombre de points et le débat politique qui tend à faire vraiment fi de tout ça, et d'où l'importance effectivement d'apporter ça à connaissance de tous. Ok. Merci beaucoup, Aïmaïla, avec The Hot or Cool Institute. Et vous avez évoqué plusieurs fois les résultats en termes de PIB, mais on sait que cette fixation avec le PIB, c'est une des barrières pour laquelle parfois les scénarios qui sont vraiment compatibles avec la neutralité carbone sont vus comme quelque chose de négatif. Donc, je me demande si ce n'est pas une bonne opportunité pour sortir effectivement de cette fixation sur le PIB et évoquer plutôt les résultats de différents scénarios dans la santé, dans l'accès, des autres manières de voir et les vrais impacts sur le bien-être et de well-being, comme on dit en anglais, parce que bien-être, c'est un peu différent en français, mais d'une manière qui soit et qui peut ressortir aux gens et que ça peut être un scénario qui est positif et que si on voit que les impacts sur le PIB, on ne va pas le voir. Oui, alors en fait, naturellement, vu que les pratiques prospectives en France, on se focalise beaucoup sur les usages et on essaie de plus en plus d'être assez concret sur ce qui se passe au niveau de la vie des gens. Donc ça va naturellement ressortir dans cette synthèse. Et en fait, le PIB, là, il y a l'ADEME, par exemple, qui a fait des estimations de PIB sur ces 4 scénarios. Ce sont les seuls à avoir fait ça. Donc on va en parler. Mais ils ont fait, en plus, c'est une analyse a posteriori qu'ils ont menée. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on raconte ce qui se passe d'un point de vue plus physique, usage, etc. Et ensuite, ils ont demandé à leurs économistes d'estimer a posteriori ce qui se passera au niveau du PIB. Mais ce sera quelque part un point moins développé de nos travaux. Ça mettra assez peu l'accent là-dessus, de fait. Oui, mais peut-être mon point, c'est est-ce que si c'est une manière de communiquer avec le public, et ça va être pour moi important de voir comment ce type de scénarios qui sont compatibles pourraient venir avec une amélioration de la qualité de vie. Donc, de mettre l'emphasis sur ce type des indicateurs qui pourraient faire amener à cette réflexion, je pense. Alors, les indicateurs, il y a un peu 2 questions. Il y a des descriptions. Donc, les gens pourront lire, tiens, oui, la mobilité, ça va évoluer comme ci, comme ça. Donc, on se déplacera un peu différemment. Et donc, ils pourront se figurer un petit peu. Et ça, c'est dit dans les scénarios. Donc, ça, on le fera ressortir. Après, des indicateurs de bien-être qui seraient un peu peut-être macro ou je ne sais pas. Ça, on n'a pas encore balayé ces aspects-là. Il y en a quelques-uns qui émergent, je pense. Si oui, on les fera ressortir. Et sinon, il n'y en aura pas. Donc, non. Mais et je ne sais pas s'il y a là, on sort un peu du projet, mais je ne sais pas s'il y a un indicateur macro de bien-être informerait mieux que la description concrète de ce qui se passerait pour les gens. Après, nous, sur le site, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un qui s'intéresse à l'évolution de la mobilité trouve rapidement cette information et il puisse naviguer pour aller saisir les enjeux plus systémiques. Donc, il y aura comme ça un jeu de va-et-vient entre le concret et le systémique pour que les gens comprennent pourquoi, en fait, les modes de vie évoluent plutôt comme ça dans les scénarios, parce qu'il y a des enjeux systémiques qui pèsent là-dessus. Ce sera la dernière question. Après, on pourra discuter avec vous en off à côté, mais on va partir manger parce que le temps file un peu. Ouais, c'est bon. Ok, du coup, déjà, merci pour l'organisation. C'est très bien de pouvoir se réunir entre prospectivistes. Merci beaucoup, entre autres, et des journalistes. Et j'ai 2 remarques. Une première remarque, c'est
il y a une question quand même de différence entre les scénarios qui est légitime, au moins dans le temps, parce que des choses évoluent aussi bien d'un point de vue législatif, d'un point de vue technologique et tout ça. Et du coup, présenter des scénarios qui sont faits à différents moments, dans différentes conditions et aussi pour différents buts, forcément, ça va donner des résultats différents. Et du coup, je me posais un peu la question de comment vous allez appréhender ça, aussi bien parce que c'est quelque chose de très technique et que vous voulez avoir ce côté vulgarisation jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment une question qui m'interroge là-dessus. Et j'avais une autre remarque, c'était sur la question de la comparaison des scénarios et de la récolte de données. Je travaille à NRData et j'ai beaucoup fait de récolte de données, d'échanges, enfin voilà, de comparer différents scénarios et tout ça. Et c'est vraiment très compliqué entre les différentes définitions. Par exemple, sur la consommation d'électricité, on peut avoir 3 définitions entre les différents scénarios. Est-ce qu'on prend la consommation d'hydrogène dedans, enfin la production d'hydrogène, est-ce qu'on prend tel secteur, les outre-mer, pas les outre-mer, enfin bon, il y a beaucoup de différences. Et je me demande si une approche par plutôt vous proposer un Excel ou, je ne sais pas, quelques éléments clés que chaque prospectiviste doit définir dans les scénarios et que chaque prospectiviste vont remplir en définissant très bien les items, pourrait pas vous permettre d'avoir un peu un comparatif commun à tout le monde qui puisse après participer à ce projet-là, etc. Sur le premier point, sur la comparabilité, déjà, les scénarios qu'on a retenus là, ils sont grosso modo sortis en même temps, donc ils ont à peu près le même point de départ. À la SNBC, c'est pas le cas, il y a des décalages. Encore une fois, l'idée, c'est de montrer les mécanismes systémiques qui sont derrière, de réintégrer une petite technologie, un usage qui ferait l'objet d'un article ou d'un sujet dans la big picture de la transition, dans les systèmes dans lesquels ils s'intègrent. Et c'est dynamique, c'est pas un différentiel d'une année sur l'autre qui va grosso modo changer pertinemment les ordres de grandeur, les trajectoires et les liens. Mais ceci dit, c'est un sujet déjà pour la mise à jour. A priori, si des mises à jour sont faites à l'avenir, ce sera plutôt des grosses mises à jour. On met tous les scénarios à jour en même temps et on enlève les anciens, pour que ce soit des scénarios qui quand même partent du même point de départ, grosso modo. Et pour les objectifs qui peuvent se fixer, parce que c'est vrai que tous les scénarios n'ont pas les mêmes objectifs. Certains vont se fixer d'autres objectifs que ceux de la neutralité carbone. Ça, c'est un travail pour nous d'exégèse. On va essayer de spécifier dans les fiches dédiées à chacun des scénarios leurs hypothèses initiales, les objectifs qui peuvent se fixer. Donc nous, justement, c'est un des plus-values de ce qu'on fait, c'est rendre lisible des choses qui ne le sont pas toujours, même si en général les scénarios le disent, mais là on le récapitule, on le met sous les yeux des personnes qui vont lire. Sur le deuxième point, qui était de travailler sur toutes ces données, justement, c'est un des sujets sur lesquels aussi on a beaucoup de travail, parce que des fois tout n'est pas explicite, tout n'est pas comparable, etc. C'est pour ça qu'on travaille de manière privilégiée avec entre autres l'ADEME et Negawatt. On se fait des sessions de travail pour essayer de se mettre d'accord sur la manière d'approcher nos données, sur les différences qu'on peut avoir, etc. Donc c'est un travail de fond qui est fait et qui nous amène, comme disait Nicolas tout à l'heure, en fait, de fait, à commencer à réaliser des Excel collectifs afin de pouvoir comparer les choses et qui, on peut le dire aussi de fait, même si ce n'était pas un objectif du projet, va sûrement conduire à, pour les exercices futurs de prospective, à ce qu'on soit plus d'accord sur la manière d'aborder les choses ou qu'on ait au moins conscience que la comparaison puisse venir et que ça nous amène à nous mettre d'accord sur les mêmes métriques. Donc c'est une plus-value afférente. Oui, et sur le premier point, là, sur le caractère situé un peu des scénarios, ça veut aussi dire, on va essayer de faire des fiches par scénario, en effet, comme disait Corentin, mais aussi sur dans certaines thématiques, si on pense que la situation de l'exercice prospectif est importante à mentionner, on peut le faire. Par exemple, dans l'hydrogène, là, RTE a produit un scénario hydrogène plus qui vise un peu à tester ce que ça donnerait sur le système électrique et quelle pression ça induirait sur le système électrique. Et quand on mentionne ce scénario, on dit que c'est un scénario un peu de test comme ça, c'est de leur variante. Donc, on peut en parler, mais on le situe à chaque fois. Et donc, dès que c'est important, on essaie de situer un peu les scénarios, de les contextualiser dans leur cadre de production, quoi.